Et on s'en va à Montréal parler avec Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Salut, ça va? Ça va toi? Ben oui, toujours. La démonisation de la droite. Et là, on tombe presque dans la caricature et dans le folklore, mais fallait s'y attendre. Le Devoir, en fin de semaine, est tombé les deux pieds dedans, avec une critique assez acerbe des deux livres qui sont sortis, deux livres très intéressants, qui sont sortis pas dans la même période. Là. Le livre de Joanne Marcotte, sorti l'an passé. Le livre d'Éric Duhem vient tout juste de sortir, L'État contre les jeunes. Des livres qui sont faciles à lire, mais c'est pas parce que ce sont des livres de 200 pages et moins que ce sont des livres simplistes. Mais Le Devoir semble se complaire là-dedans, une espèce de critique de ce qu'on appelle la droite simpliste. Ta réaction face à ça, c'est quoi, toi? Ben, je dirais tout simplement, d'abord et avant tout, une manque de surprise. C'est-à-dire la diabolisation de la droite, du conservatisme plus généralement, ne commence pas tout juste. On peut dire que c'est quelque chose d'assez qui a une longue histoire au Québec et qui est même assez visible dans d'autres sociétés occidentales aussi. Donc la diabolisation de la droite, du conservatisme n'est pas quelque chose qui nous surprend. Ce qui est plutôt étonnant en ce moment, c'est que pendant longtemps, une certaine gauche ne prenait même plus la peine de diaboliser la droite parce qu'elle avait oublié jusqu'à son existence. Vous connaissez le discours sur les valeurs québécoises. Donc, les valeurs québécoises sont de gauche, les valeurs de gauche sont les valeurs québécoises. Donc, pourquoi prendre la peine de nommer la droite et d'argumenter avec elle puisqu'elle n'existe pas apparemment? Depuis depuis 2 ans, on voit une certaine droite émerger au Québec et une certaine gauche, inversement, a une réaction de panique et elle reconduit cette diabolisation de la droite, premier point. Mais deuxième, qui est assez inquiétant ici, c'est que non seulement elle ne se contente pas de critiquer la droite sévèrement, ce à quoi elle est tout à fait légitime de son point de vue, mais quelquefois elle en appelle à ce que cette droite perde de ses tribunes. Comme si le fait d'être à droite disqualifiait d'avance celui qui se réclame de cette étiquette pour participer au débat public. Alors, c'est dangereux. Comme si on voulait chasser la droite du débat public, ça c'est inquiétant. Louis Cornelier, dans Le Devoir, termine son texte. J'aimerais que tu reviennes sur ce texte-là publié en fin de semaine. Il est affligeant de constater qu'un tel discours trouve tant de tribunes. Qu'est-ce que Cornelier voudrait qu'on soit au Venezuela et qu'on interdise à tel dissident de s'exprimer, quoi? On ne peut pas remettre en question le sacro-saint modèle. Non, je ne crois pas que Cornelier, qui est par ailleurs, je dois le dire, qui est normalement un bon chroniqueur aux essais, mais qui sur certaines questions a manifestement... Il a le droit à l'erreur. Ouais, et là, c'est un cas, c'est-à-dire, le problème de la chronique de Cornelier ici, c'est qu'il se désole finalement d'avoir à donner la réponse à de certaines droites que j'ai appelées la nouvelle droite qui émerge dans le débat public, dont Duhem, Marcotte, Sénéchal, le RLQ sont des représentants. Or, il me semble qu'au Québec, là-dessus, c'est le point central qu'on doit voir, c'est que le débat public aurait tout avantage à gagner en civisme. Et j'entends par là que la droite comme la gauche ont mutuellement tendance à se diaboliser. Quelquefois, la droite nous dit la gauche est une collection de zozos, des profiteurs, des parasites, et ainsi de suite. Inversement, la gauche dit la droite c'est une collection de mercenaires sans cœur au service du patronat. Et là, c'est des dérives langagières. Ben voilà, donc qu'est-ce qu'on a finalement? On a d'un côté les zozos et de l'autre côté les salauds. Ça mène à rien. Ça fait pas un débat public, ça fait un climat de guerre civile. Alors si on veut véritablement s'engager au Québec dans le fameux débat gauche-droite dont on nous parle tant, la première chose à faire, c'est que la droite accepte que la gauche existe et que la gauche accepte que la droite existe. Autrement dit, ils n'ont pas à être d'accord pour se reconnaître néanmoins le droit d'exister mutuellement. On n'est pas rendu là, hein, Mathieu? Ça, j'en ai pas l'impression. Puis ça, c'est l'héritage de la Révolution tranquille. Parce que l'héritage de la Révolution tranquille est un héritage contrasté. Il y a du très bon et du très mauvais. Et un des problèmes de l'héritage de la Révolution tranquille, c'est notre représentation de la droite au Québec. Il y a 3 possibilités, ça, quand on est à droite au Québec. Soit on est un nostalgique de Duplessis, soit on est un ultralibéral fanatique, soit on est un défenseur de la droite religieuse et du conservatisme social. Donc, autrement dit, il y a 3 manières de tomber dans l'horreur et le vice, mais la droite en elle-même n'existe pas légitimement. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est que notre société aménage un espace à cette droite qui réclame le droit de parler en son nom, ce qui ne veut pas dire qu'elle aura toujours raison, loin de là. Mais si on veut s'ouvrir un débat gauche-droite, il faut accepter l'idée qu'il n'y a pas un camp qui a le monopole du cœur. Et on dépeint justement cette droite comme étant une droite sans cœur. Alors que moi, je les connais personnellement, ces gens-là. Que ce soit Duhem, que ce soit Marcotte, Sénéchal. Ce sont des gens, et j'ai le même discours ici, ce sont des gens qui veulent en donner davantage aux plus démunis,
aux gens qui ont été moins avantagés par la nature, qu'on pense aux handicapés, des gens qui ont peut-être moins de talent que les autres, etc. Et on veut, à quelque part, donner davantage à ces gens-là qui en ont pas assez. On veut une société plus juste. Je te donne un exemple. Ces gens-là, moi, je les ai entendus dire, on devrait hausser, pourquoi pas, les frais d'électricité pour les gens, par exemple, qui ont des piscines creusées, des gens qui ont un gros train de vie. Pourquoi ces gens-là ne devraient pas payer le plein tarif d'hydroélectricité plutôt qu'un tarif subventionné? Pourquoi les riches qui gagnent 250 000 par année ont droit à la garderie à 7 $? Donc, le modèle, on remet en cause un modèle socialiste qui n'est pas un modèle équitable. La gauche défend un modèle qui, dans le fond, est un modèle inéquitable. Le modèle des garderies est un modèle inéquitable. L'hydroélectricité subventionnée, ce n'est pas un modèle équitable parce que c'est subventionné mur à mur. Ces gens-là remettent ça en cause. À quelque part, la droite est souvent plus équitable que la gauche. Ben, il y a quelque chose dans la nouvelle droite, ou appelons ça, je sais pas comment la nommer, mais à tout le moins le courant qui émerge au Québec en ce moment, et qui n'est pas que québécois. Il y a une critique qui porte à conséquence, et d'ailleurs, les meilleurs éléments à gauche ont entendu cette critique et cherchent à y répondre. Une certaine droite nous dit, le modèle québécois se réclame de la justice sociale, se réclame de l'égalité sociale, de l'équité sociale, et ainsi de suite. Or, se pourrait-il que ce modèle masque derrière sa vertu autoproclamée de nouvelles féodalités, une nouvelle aristocratie, de nouveaux privilégiés, de nouvelles féodalités, certains syndicats, les groupes de pression qui ont confisqué le débat public en se prenant pour le peuple, certaines aristocraties, mettons par exemple le privilège d'une caste de fonctionnaires au Québec qui n'ont certainement pas tout faux, mais qui ont néanmoins des privilèges qui sont à l'abri finalement des contre-coups, des contretemps de l'économie et ainsi de suite. Donc, se pourrait-il que le modèle québécois masque finalement des injustices? Je dirais que ça, tout le monde est à peu près d'accord au Québec sur ça, sauf justement les gardiens de l'orthodoxie social-démocrate version Marc Laviolette, pourrait-on dire, pour qui le modèle québécois est absolument intouchable. Et l'enjeu du débat aujourd'hui, c'est de reconnaître que ce modèle québécois, qui a livré de grands services depuis 50 ans, aujourd'hui est épuisé, se disloque et masque justement des corporatismes, des intérêts qui détournent le bien public au service d'intérêts privés. Et lorsque Duhem, lorsque Marcotte et certains autres pointent ces injustices, ils font œuvre utile pour le débat public. Reste à voir, évidemment, là je reviens sur ce point-là, dans une société civilisée, démocratique, une société qui a appris, ça veut dire quoi, débattre publiquement. Mature, autrement dit. On est capable de reconnaître que quelquefois Duhem a raison et quelquefois Jean-François Lisée a raison. Autrement dit, aucun des deux n'a le monopole du diagnostic juste, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre parti, mais si on veut véritablement s'engager dans ce débat gauche-droite, on doit être capable justement de reconnaître que quelquefois le modèle québécois a des torts, quelquefois il a des réussites, quelquefois le marché fonctionne, quelquefois il doit être corrigé, et c'est en étant capable d'avoir cette espèce de minimum de bonne foi dans le débat public que notre société va progresser. Sinon, c'est l'esprit de chapelle, sinon c'est le sectarisme, ça prend sinon c'est chacun dans son clan et on insulte l'autre. La maturité, ça s'achète pas, hein? Je vous dirais qu'on est une jeune société. On est une jeune société et cette maturité-là doit être acquise. Malheureusement, on constate qu'on n'a pas la maturité de la France. Beaucoup de défauts en France. La France a énormément de défauts, mais on n'a pas cette maturité-là. Ben, on a une grande maturité au Québec, je ferai une nuance. Le débat national au Québec, pendant 40 ans, pendant 50 ans, on l'a mené avec une maturité exceptionnelle. Connaissez-vous beaucoup d'autres peuples dans le monde où un référendum peut être perdu à 49,4% des votes et le lendemain, tout le monde retourne travailler et personne se tapoche dessus dans la rue? Connaissez-vous beaucoup d'autres peuples qui ont été capables de se diviser pendant 50 ans sur la question nationale sans jamais, sauf l'épisode du FLQ, sans qu'il n'y ait de troubles civils d'aucune manière? Ça, je te l'accorde. Le peuple a fait la preuve de sa maturité dans son rapport à la question nationale. Reste à faire preuve d'une maturité semblable qui viendra, je le crois, sur le partage des ressources. C'est ça, sur le partage des ressources, c'est sur la vision économique de la société. Eh bien voilà, parce que ça, c'est quand même fort les passions là-dessus, parce que d'un côté, on a toujours l'impression qu'il y a le clan des accapareurs et des cupides, et de l'autre côté, on a l'impression qu'il y a le clan des profiteurs et des parasites. Eh bien, quand on voit la société ainsi, moi je le demande, comment peut-on débattre si l'autre est un monstre? C'est un dialogue dessus. Il y a quelque chose d'important. En 1974, un échange entre Mitterrand et Giscard d'Estaing, de débat à la présidentielle française, et Giscard répond à Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur. Il y a là une formule qui m'apparaît très juste et qui devrait toujours irriguer le débat démocratique si on veut qu'il soit démocratique. Mathieu, merci. Au plaisir. Salut, bye. Au revoir.
10h32.